Alors, l'accès à la formation. L'accès à la formation aujourd'hui, une fois que j'aurai mis mes lunettes, ça sera mieux. C'est quoi la formation aujourd'hui? La formation, un salarié sur deux se forme actuellement, ce qui est peu. Un salarié sur deux qui passe 2,2 jours en formation, ce qui n'est pas grand-chose. Le profil type d'un salarié qui se forme aujourd'hui, c'est un homme de 40 ans d'une grande entreprise. Alors la réforme de la formation, ça vise bien évidemment à former des salariés des plus petites structures, partant du principe que les grosses structures géreraient beaucoup mieux la transition vers les nouvelles contraintes des formations. Ce qu'on va voir maintenant, c'est se poser des questions, puisqu'on parlait tout à l'heure que les réformes changeaient, évoluaient, etc. Pourquoi la réforme actuelle, la loi de 2014, n'a-t-elle pas permis une évolution du taux d'accessibilité à la formation? Donc je ne sais pas lequel d'entre vous veut réagir en premier. Monsieur Cavaret. Moi, je veux dire que Constructis a fait une étude en fait en 2015-2016 auprès des TPE, des entreprises de moins de 11 salariés. Et il en est ressorti que par rapport à la typologie que nous avions, on a 41% de ces entreprises qu'on appelle des réticentes, qui ont des réticences à former. Et on a identifié par interview un peu les arguments qu'elles nous donnent. Alors le premier argument, c'est que pour elles, la formation, c'est un investissement donc, qui est risqué, dans la mesure où ça peut renforcer les prétentions salariales des collaborateurs. Donc ça, c'est un avis de chef d'entreprise. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais il faut quand même l'écouter. Et que ça peut les encourager à quitter l'entreprise pour faire valoir les compétences qui sont acquises. Deuxième frein que nous, on a identifié, c'est la gestion de l'absence du salarié pour des entreprises effectivement de moins de 11 salariés, qui sont vraiment petites. C'est-à-dire que même lorsque l'OPCA assure une prise en charge qui est vraiment tout à fait convenable du coût pédagogique et des salaires, néanmoins, il y a l'absence du salarié et le coût en termes de perte de production, surtout dans une période actuellement comme pour le secteur du BTP, où l'activité repart, les carnets de commandes sont pleins, et donc c'est pas facile à gérer. Si on a 1 ou 2 salariés sur un effectif de 10, ça fait 20% d'absentéisme, c'est pas facile. Troisième chose, derrière les réticentes, c'est le fait aussi, alors faire attention quand on parle de formation, parce qu'il y a ce qui passe par l'OPCA, mais il y a aussi ce qui ne passe pas par l'OPCA. Et nous, on s'est aperçu que ces entreprises-là privilégiaient beaucoup des actions fournisseurs, industriels, fabricants. Ce sont des actions, effectivement, que nous ne finançons pas, mais pour autant, elles sont prisées, appréciées. Ce sont souvent, en plus, des actions qui peuvent être sur une durée assez courte, souvent une demi-journée. Donc voilà. Et sur ces entreprises réticentes, on a identifié que quand elles forment, 97% finalement des formations mises en œuvre relèvent du volet sécurité et surtout les CACES. Donc voilà ce que je pouvais dire en introduction un peu sur, notamment pour les TPE. Vous parliez du frein des entreprises, vous en avez listé quelques-uns que l'on peut comprendre et puis que l'on vit, certains d'entre nous. Au niveau du MEDEF, vous ressentez ces freins des entreprises pour les formations? Oui, alors aujourd'hui, le MEDEF Bretagne, c'est 20 000 entreprises, 300 000 salariés et 90% de PME, donc on travaille beaucoup avec eux. On voit qu'il y a des freins. Alors effectivement, moi je rejoins complètement l'analyse de Pascal Cabaret sur les petites structures. Il y a soit parfois une réticence à la formation, mais c'est souvent des réticences d'organisation, surtout dans une période où l'économie repart, où on a des carnets de commandes remplis et où libérer un salarié un jour, 2 jours, 3 jours, c'est compliqué. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Cabaret. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est la réalité de ce qu'est une action de formation aujourd'hui en entreprise. Jusque-là, une action de formation, c'était très cadré et finalement, ça ne correspondait pas forcément à la réalité de ce qu'est la formation dans une entreprise. Formation en situation de travail, formation numérique, formation à distance. Et ce qui va être peut-être intéressant dans le futur projet de loi sur la réforme de la formation, c'est qu'il y a une nouvelle définition de l'action de formation qui se met en place et qui prend en compte cette réalité. Et on va peut-être pouvoir plus valoriser la réalité de ce qui se passe dans les entreprises et le considérer comme de la formation à part entière. Ce ne sera pas uniquement je finance une formation dans un organisme de formation en présentiel, en prestation extérieure, mais je peux aussi formaliser de la formation
interne, informelle ou digitalisée en tout ou partie. Donc ça, c'est aussi la partie qui montre que nos structures se modernisent et que l'innovation pédagogique va sûrement permettre aussi de développer d'une certaine manière, avec le soutien des OPCA, avec le soutien de nos organisations. Il faudra accompagner, acculturer, mais on va sûrement pouvoir rechallenger ce qu'est la formation d'entreprise aujourd'hui, avec peut-être une entrée aussi un peu plus compétence, mais je pense qu'on y reviendra après. Au niveau de l'université de Rennes 1, comment vous appréhendez, vous, ces freins aux entreprises, justement? Alors, en fait, nous, on les appréhende surtout au niveau des salariés. Les freins qu'on a repérés par rapport à la formation, on les a notamment observés dans le cadre des cafés d'information qu'on organise pour expliquer qui nous sommes et comment fonctionne la formation universitaire en reprise d'études et en validation d'acquis notamment. Ces freins sont des freins qui sont souvent en lien avec le manque d'information. On a d'un côté de grosses structures qui effectivement font de l'information sur le CPF, sur ce que c'est qu'un conseil en évolution professionnelle, sur comment ça fonctionne, comment ça se finance. Et puis de l'autre côté, on a des salariés qui sont issus des PME, TPE et qui arrivent bien souvent avec aucune information. Alors aucune information, ça ne signifie pas que l'employeur n'ait pas été informé. Ça signifie que l'information n'arrive pas jusqu'aux salariés. Et là, on a cette sensation de millefeuille de réforme où finalement, on a encore des personnes dans les cafés d'information qui ne savent pas ce que c'est qu'un DIF. Donc on a du mal à leur expliquer que une partie de leur DIF a basculé sur le CPF, mais que finalement, cette partie-là rentre quand même dans des critères CPF. Vous voyez, quand on n'est pas dans ce jargon-là et dans cet univers professionnel, c'est pas évident. Et puis, il y a aussi et toujours ce maillage complexe des financements, puisque maintenant, on peut, pour financer une formation, qu'elle soit courte ou longue, avoir un peu de CPF, avoir effectivement un peu de financement de Pôle emploi, et puis, tiens, puisqu'on est demandeur d'emploi, avoir un financement de la région, et puis voilà. Donc là, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est aussi cela, c'est aussi cette expertise en financement qui se fait bien sûr en collaboration étroite avec les OPCA qui sont concernés, mais on a vraiment cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui ne connaissent pas ce maillage et qui arrivent donc complètement perdues dans nos services, avec pourtant bien souvent un projet de formation déterminé. Je disais en préambule que le projet de loi était destiné justement à favoriser les entreprises de moins de 50 salariés. Est-ce que, de votre point de vue, du point de vue des OPCA, vous pensez que les entreprises de 50 à 200 salariés risquent d'être défavorisées, M. Quintel? Peut-être avant de répondre à votre question, je voulais juste souligner que les chiffres qu'on peut donner et qu'on regarde de façon globale, et les chiffres que vous avez donnés, notamment là, comment dire, ne reflètent pas, enfin si, c'est une moyenne, mais une moyenne reflète toujours, comment dire, de très grandes disparités. Et quand on parle d'un salarié sur deux qui va en formation, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Dans certains secteurs, c'est pas bien. Certains en font beaucoup plus. Une moyenne de 2,2 jours. C'est effectivement une moyenne. Effectivement, dans la métallurgie, c'est plutôt 35 heures ou 37 heures même. Enfin, c'est ce qu'on constate. Donc, je crois qu'il est difficile comment dire, d'arriver à un jugement sur des réalités qui sont extrêmement diverses. Et qui dépendent des secteurs et des marchés, effectivement. Voilà. Oui, en plus, on entend que la formation va qu'aucun. Dans la réalité de ce qu'on constate, nous, dans la métallurgie, dans le bâtiment, c'est quasiment 60% de nos financements et des actions qui sont faits auprès des ouvriers et des employés. Donc, il y a un certain hiatus entre la communication générale qui est faite. Je ne parlerai pas des 32 milliards alors qu'on en gère moins de 7 milliards. Mais voilà, c'est dans les autres cas. D'où cette table ronde qui est bénéfique pour justement remettre l'église au centre du village. Pour répondre à votre question, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, on est sur un projet de loi qui est susceptible là aussi forcément d'évoluer. Pour autant, il y a effectivement un recentrage vers les petites entreprises et on ne peut effectivement que penser que ça sera un peu forcément au détriment des plus grandes qui, elles, vont continuer à cotiser
défavorisés et les ressources vont aller principalement vers les demandeurs d'emploi, vers l'alternance et vers les petites. Donc là, oui, ça aura immanquablement un impact puisque les OPCA ont effectivement une action assez large auprès des moyennes, des petites, mais aussi des plus grandes entreprises. C'est un fait. Merci.